Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les réponses ont moins d'importance que les questions qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie, qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Moi, c'est Simon et je mets la philo au service de votre bien-être. Merci Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de transhumanisme. Oui, Et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est oui. qu'est-ce que le transhumanisme? Eh bien, c'est une excellente question, Rémi. Le transhumanisme, c'est un terme un petit peu obscur qui est proche de la science-fiction. Mais l'idée du transhumanisme, on peut le décomposer en deux termes. C'est le fait le trans au sens de transcender, être au-dessus d'eux, et humanisme qui rapporte à notre humanité. Et du coup, le transhumanisme pourrait être défini comme étant l'ensemble de techniques, de technologies, dont le but est de transcender nos conditions humaines. On n'est pas loin de l'annonce de Apple avec son Vision Pro, là. Ouais. Apple Vision Pro, où là, on a on a un casque de neige qui permet de faire plein de trucs. Ça, tu considères que c'est du transhumanisme? Alors, il y a deux écoles par rapport au transhumanisme. Il y a une école qui considère que pour être vraiment dans le transhumanisme, il faudrait que ce soit intégré directement à notre corps. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu la série Altered Carbone ou le jeu vidéo Cyberpunk ou toutes ces choses comme ça, Mhm. les cyborgs et compagnie, quoi. Ce serait plus l'idée, voilà, si on prend plutôt le Neuralink d'Elon Musk, je crois que c'est ça le truc, l'implant qu'il veut mettre dans nos têtes pour diverses raisons. Ça, on serait plus dans le transhumanisme, parce que tu vois, si on prend le casque d'Apple, tu le mets, une fois que tu l'enlèves, tu redeviens un humain. Enfin, un humain, on va dire, normal, quoi, normalement constitué. Alors que dans le transhumanisme, il y a vraiment l'idée d'incorporer dans son corps les technologies pour améliorer ses propres performances. Ouais, d'accord. Donc, c'est plutôt de la biotechnologie finalement. Donc, partons sur cette définition-là, que Mhm, l'Apple Vision Pro, c'est pas vraiment du transhumanisme. De la même manière que les bracelets connectés qui permettent de mesurer le pouls, c'est pas du mhm. transhumanisme non plus, si je comprends bien. Bah, selon l'autre école, dont je suis un peu plus fervent, c'est que il y a même un type dont on avait déjà parlé, euh, Andy Clark, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Natural Born Cyborg, où justement il explique dedans que on est naturellement des formes de cyborg dans la mesure où on utilise des outils pour pouvoir appréhender le monde et que ces outils décuplent nos forces, décuplent nos intelligences, etc. Tu vois, si on prend l'exemple de notre smartphone, par exemple, étant donné qu'il est quasiment toujours à portée de main, on a une extension de notre esprit à travers notre téléphone. Les photos sont nos souvenirs, Internet est notre savoir, ChatGPT est notre ami, tous les numéros que l'on connaît pas par cœur sont une extension de notre mémoire, etc., etc. Et du coup, certains partisans, et je défends plutôt cette position, pensent que depuis l'avènement de la technologie, on est déjà dans le post-humanisme, déjà dans le transhumanisme. Et on le voit également avec la médecine, où pendant des siècles et des siècles, la médecine était là pour retrouver notre santé. Et là, de plus en plus, la médecine est là pour améliorer notre santé. Au-delà, du coup, de notre. Tu vois, si mon frère, par exemple, s'est fait opérer de la myopie. Avant, il portait des lunettes. On pourrait penser que bah, voilà, c'est l'équivalent d'un casque qui améliore sa vue. Mais là, avec la technologie et l'opération au laser, non seulement il n'est plus myope, mais il a une vision plus performante que quelqu'un qui ne souffrirait pas de myopie et du coup ne serait pas fait opérer. Ah, d'accord. Donc, ouais, ok. On a cette définition du transhumanisme qui est vraiment intégrée à la biologie du corps, et l'autre Mhm, définition qui consiste à dire c'est pas quelque chose qui guérit, mais c'est quelque chose qui améliore et qui augmente une des mhm. caractéristiques humaines. Par exemple, tes lunettes, on peut pas considérer que c'est du transhumanisme si on prend cette deuxième définition-là, Oui, hein. parce que ils sont pas, je peux les enlever. Du coup, je redeviens le Simon qui n'a pas la vue corrigée. Ouais, mais si on prend la deuxième définition d'Andy Clark qui dit bah, de toute façon, on est déjà des Ouais. cyborgs, Et ben les là, lunettes, ouais, ce serait du transhumanisme. les lunettes seraient du transhumanisme, c'est Ouais. ça? Parce que du coup, ça, si, à la, si on était dans une pure nature, j'aurais pas cette correction-là, donc je serais uniquement dans ma propre humanité avec mes caractéristiques.
Et donc toi, tu es plutôt défenseur de cette deuxième définition qui consiste à dire que, quelle que soit notre condition, on est déjà des cyborgs en soi. Ouais, parce que, tu vois, quelqu'un qui a un pacemaker, par exemple, c'est une forme de cyborg dans la mesure, une définition stricte, ce serait cybernétique et organique. C'est ça le terme cyborg. Et du coup, si tu intègres des choses dans ton corps qui ne sont pas, on va dire, naturelles, parce qu'encore, il faudrait savoir ce qui est naturel, ce qui ne l'est pas, bah, tu serais déjà un cyborg. Tu vois, il y a pas. Si je prends mon téléphone portable, il n'y a pas une différence de nature entre avoir mon téléphone portable à portée de main et si mon téléphone portable était à l'état de puce dans mon cerveau. Je Hmm. pourrais faire la même chose. La seule différence, c'est une différence de degré, du coup. C'est qu'il y a ce degré supérieur qui fait que dans un des cas, elle est interne à moi, mais dans un autre cas, il est externe. Et là, en fait, des personnes pourraient dire: «Oui, mais ton téléphone, tu peux le perdre, ça peut casser, et cetera, et cetera». Mais si on m'implante une puce dans le cerveau, elle peut alors, la perdre, ce sera un peu difficile, mais elle peut également casser. Les partisans de dire: «Oui, mais c'est n'importe quoi, où est l'humanité?» et cetera, bah, en fait, quand on considère un petit peu notre, rapport au monde, l'appréhension du monde qu'on a vis-à-vis des objets, on est déjà, en fait, on crée du transhumanisme depuis, qu'on a, inventé la roue. Partons sur la définition qu'on est déjà dans le transhumanisme aujourd'hui, même si on n'a rien d'implémenté dans notre corps. À ce moment-là, les montres connectées, c'est du transhumanisme. Les smartphones, c'est du transhumanisme. Et la question que je me pose, c'est bah, qu'est-ce que vient faire la philosophie là-dedans? Bah, la philo est plutôt là pour. Alors, pareil, il y a deux camps de philosophes. Tu as ceux qui font la politique de l'autruche, qui disent, très conservateurs généralement, qui disent: «Ah, mais non, c'est n'importe quoi. Hein». Et les autres plus actuels, des philosophes plutôt de terrain, qui disent: bon, bah, de toute façon, c'est irrémédiable, on va vers le post-humain, on va vers le transhumanisme. S'il y a des entreprises comme Google qui mettent des milliards et des milliards dans ces technologies-là, et qu'il y a même, je crois que ça s'appelle Ray Kurzweil, qui a créé, je crois que c'est l'université de la singularité ou l'école de la singularité, au sens où d'un coup, il y aura un espèce de gros Big Bang où la technologie va nous dépasser, etc. Et comme généralement ceux qui dirigent alors ça fait très complotiste, hein, dit comme ça, mais généralement le monde est dirigé par des gens qui ont beaucoup, beaucoup de thunes, qui du coup ont beaucoup, beaucoup de pouvoir. Google a plus d'impact que Macron, par exemple. On va irrémédiablement vers ce transhumanisme, même si on y est déjà. C'est juste que ça s'accélère de plus en plus. Et la philosophie là-dedans est là plus pour, on va dire, réguler. On va voir un petit peu ce qui est éthique. Est-ce que ce qui est éthique dans la mesure, bah voilà, quel est le rôle de la médecine? Est-ce que la médecine est transformée? Dans ce cas, elle a pour fin l'amélioration et non plus la guérison. Est-ce que toutes ces technologies vont d'abord être allez, au sein d'une certaine poignée d'humains, les fameux 1%, qui possèdent tout. Du coup, que va-t-on faire des humains qui ne seront plus, qui seront enfin, est-ce que l'humain va se diviser entre humains et post-humains? Est-ce qu'il y aura pas une guerre des classes entre: «Bah non, vous, vous êtes des post-humains, du coup, on ne vous parle plus»? Est-ce qu'il y aura pas des complots? Genre, on met des puces dans nos cerveaux justement pour mieux nous contrôler notre esprit, et cetera, et cetera. Donc la philo est plus là pour questionner et proposer une manière d'orienter sa vie par rapport à tout ça. Bah, aujourd'hui, c'est déjà le cas. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de téléphone, Ah bah, il est déjà handicapé d'une bah, certaine manière. déjà, il est un peu marginalisé. Moi, quand je vois Mmh. quelqu'un qui dit, oh non, mais moi, j'ai pas de téléphone. Ah bon? Ouais. Ah ouais, donc en fait, on peut pas communiquer, on peut rien faire en fait. Mmh. Ouais. C'est une forme d'handicap, du coup. C'est à l'heure actuelle, tu vois, c'est comme, un ordinateur, on n'en a pas besoin, finalement. On a vécu, des milliers et des milliers d'années sans ordinateur, maintenant on ne peut plus s'en passer. Parce que la technologie avance et du coup de là, il y a une offre et une demande et des besoins qui se créent et du coup on fait nos vies en fonction de la technologie. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le transhumanisme va nous perdre ou est-ce que le transhumanisme va au contraire révéler qui nous sommes vraiment? Parce que supposons il y a une puce un jour qui est mise en place qui permet de d'égaliser tous les QI. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est plutôt mal? Ou au contraire, bah, tu vois, les smartphones ont permis et même l'avènement d'Internet a permis à certaines personnes de mettre en avant leur voix, de se révéler en tant que créateur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux grands courants de pensée. L'un qui dit
Ouais, l'humanité est vouée à disparaître au profit de quelque chose, d'une nouvelle espèce, peut-être l'humain augmenté, Mhm. et l'autre qui dit, ouais, mais en fait, on a toujours eu ça en nous, et c'est juste que ce transhumanisme sublime notre âme et permet Mhm. de révéler notre unicité. Bah, c'est clair que Internet a changé la donne, au sens où maintenant, tu peux cartonner. Il y a une plus grande égalité des chances sur Internet que à l'époque où c'était vraiment du réseau, du piston, une égalité des chances qui n'était pas réelle. Si tu pouvais être, Bourdieu l'avait montré, si tu naissais dans une famille du milieu ouvrier, il y a de fortes chances que tu finisses ouvrier toi-même et que tu fasses ta vie avec quelqu'un du même domaine, etc., etc. Alors qu'à l'inverse, si tu étais né dans une classe bourgeoise, il y a de fortes chances pour que tu finisses médecin ou dentiste, enfin des classes comme ça, que tu épouses une femme ou un homme, lui-même médecin du même milieu, etc. C'était même mal vu maintenant les mélanges de classes. Avec Internet, il y a des gens qui vivent toujours comme il y a 20 ou 40 ans. Ils ne savent pas, mais le monde dans lequel ils vivent est mort. Le monde du salariat il va être remplacé finalement par des solopreneurs, par des freelances, etc. Donc il y a encore un petit peu de bribes de ça, mais avec Internet, tu as une égalité des chances un peu plus réelle. Tu peux être n'importe qui, et pour le peu que tu as un peu de jugeote et de la volonté, tu peux tout apprendre gratuitement sur le net. Après, il faut le mettre en application, et là, tu peux faire entendre ta voix, créer une offre, prospérer, etc. Et dans le transhumanisme, il y a pareil, il y en a qui vont dire bah ça va, on va le mettre à profit pour tout le monde, et du coup, l'humain va vivra plus longtemps, sera plus heureux, etc., etc. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je pense qu'il y aura toujours quand même une forme de classes qui vont d'abord en profiter, qui prendront de l'avance, et ensuite ce sera pour le bien de tout le monde, sauf qu'on ne rattrapera jamais l'avance que les premiers sympathisants ont pu prendre, parce que c'est les premiers à avoir pu avoir accès à ça. Mais surtout, ce que révèle le transhumanisme, c'est surtout comment dire, cette obsession du rallongement de la vie. Tu vois, je pense que on n'est pas dans les bas-fonds de Google, Amazon, etc. Mais ce que cherchent surtout, avant tout, les partisans du transhumanisme, c'est allonger la vie. Quand tu vois qu'il y a des gens qui se cryogénisent, comme Han Solo dans Star Wars, en espérant qu'on les réveille plus tard quand le monde ira mieux, euh, ou alors juste le monde n'ira pas mieux, ce sera toujours le même monde. Il y a vraiment cette obsession-ci de, de vouloir rester, en fait, d'être immortel, de jouer au dieu. De défier la mort. Mhm. En fait, l'objectif du transhumanisme, c'est ça, c'est de défier la mort. Ouais. Le fin fond, c'est ça. C'est sous couvert de égalité, machin. C'est avant tout de défier la mort. Il y a un type qui s'appelle John Harris, qui écrit, je sais pas, Enhancing Evolution, ou je sais plus quoi, qui dit pour lui, la mort, c'est une maladie et un jour, on va la trouver remède. Et du coup, alors qu'il y en a d'autres, comme Maxwell Mellman, qui dit bah non, la mort, c'est justement ce qui met tout le monde au même pied d'égalité. Donc il y a vraiment. Et c'est ça les débats éthiques, les comités d'éthique, c'est savoir, bah voilà, on a toute cette technologie, on sait très bien qu'on peut s'en servir, on sait très bien qu'on va s'en servir. Comment est-ce qu'on s'en sert? C'est quoi une bonne utilisation? Et ça serait quoi alors une bonne utilisation? Franchement, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il y a. En fait, ça dépend si ça. Déjà, si ça permet d'améliorer vraiment. En fait, voilà, il y a d'autres priorités. Je trouve que le fait de résoudre la mort, je pense que, tu vois, si on voit, alors ça va faire un peu alarmiste, mais si on voit la direction dans laquelle on prend, si on prend les rapports du GIEC, etc., par rapport au dérèglement climatique, si c'est pour vivre dans un monde où la mort est une maladie, mais tu as des masques à gaz parce que l'air est irrespirable, qu'il fait 50 degrés dehors, du coup tu peux pas sortir de chez toi. Enfin, si tu as une qualité de vie qui est certes une quantité de vie très longue, mais une qualité de vie très médiocre, là, je trouve que pour le coup, le transhumanisme ne se trompe complètement à vouloir allonger la vie. Je pense que ce serait mieux d'utiliser tout cet argent et ces technologies pour essayer d'améliorer les conditions de possibilité de la vie. Mais là, on sort du transhumanisme pour aller plus vers l'écologie. Mais c'est ça un petit peu
Tu vois, est-ce que la question est de savoir, oui, mais est-ce que le transhumanisme c'est bien ou pas? C'est juste qu'il y a d'autres priorités. Comme quoi? Bah, un peu le monde dans lequel on va, tout ce qui est, est-ce que biodiversité qui se dégrade, les espèces n'existent plus, etc. Ouais, ok. Mais du coup, par rapport à la question de ouais, est-ce que ça va plus nous perdre ou est-ce que ça va plus nous révéler? Bah, soit ça nous perd, non pas parce que du coup on fait nimp, mais parce que ça a un petit peu une politique d'autruche, et soit ça va nous permettre, enfin, ça va forcément nous permettre d'améliorer certaines choses, comme Internet a amélioré, tu vois, comme on dit, oui, il y a de plus en plus de cons dans le monde. Non, c'est juste qu'ils ont tous la capacité de s'exprimer. Donc, plus tu massifies un outil, plus on doit s'attendre à ce qu'il y ait une partie de la population qui en fait un usage sage et une autre partie de la population qui en fait un usage affreux. Comme si tu donnais des couteaux à plein de gens, il y en a, ils vont couper des carottes, d'autres qui vont tuer leurs voisins. Donc Ouais. là, avec le transhumanisme, si tu donnes la possibilité à chaque personne d'améliorer, de décupler sa force, son intelligence, sa capacité amnésique, t'en as qui vont pour se remémorer plein de livres, d'autres qui vont être plus forts pour casser la gueule de son voisin. Bah, c'est toujours une question d'intention, hein. C'est toujours ça. C'est toujours une question d'intention, une question de liberté. Et qu'est-ce que tu fais? Donc on a quand même tout intérêt, ce que je comprends, c'est qu'on a quand même tout intérêt à adopter, à embrasser cette technologie-là, Oui, parce que de toute et façon, c'est inévitable qu'elle soit là. c'est inévitable, mais à l'utiliser de manière éthique. C'est ça. Et si on devait donner une rapide définition de l'éthique, ce serait plus difficile de résumer l'éthique. C'est une éthique collective. Comment est-ce que je fais puisse profiter au plus grand nombre? Comment est-ce que je peux améliorer le monde de manière de plus en plus juste, avec des gens qui ont de plus en plus de droits? Et une éthique plus personnelle, c'est comment est-ce que je peux améliorer ma vie sans pour autant détruire la vie d'autrui? On te donne un cristal, un grand trésor, et bah, quel est le meilleur usage de ce trésor? Mais par exemple, ceux qui travaillent dans des entreprises de fabrication d'armes, bah, eux, ils n'ont pas forcément d'éthique, du coup. Bah, ça dépend c'est à qui tu les vends. Si tu Ah oui, oui, fabriques, oui, ouais. si tu fabriques des armes pour, tu vois, pour les donner à l'armée parce qu'ils en ont besoin, bah ouais, c'est ton boulot. Si tu fabriques des armes pour les donner à quelqu'un qui les revend à une milice terroriste, bah c'est peut-être un peu moins sympa. Comme du désherbant, hein. Tu peux, bah c'est pour mon jardin, d'accord. Tiens, je le mets dans ma belle-mère. Et on va Je pas. suis débarrassé de des mauvaises herbes. Est-ce que aujourd'hui c'est déjà en place? Enfin, en fait, l'histoire de la puce dans le corps de quelqu'un, ça n'existe pas aujourd'hui, c'est que dans les séries. Je sais pas. Bah, Après, c'est vrai qu'un pacemaker, c'est un peu ça déjà. ouais. Tu vois, il y a des personnes à qui on a, qui étaient, je sais pas, tétraplégiques, on leur a implanté une puce dans le cerveau pour qu'ils puissent communiquer. Et donc là, on est plutôt dans l'amélioration, enfin, dans le fait de retrouver, de pallier un handicap. Hmm. Mais tu prends la chirurgie esthétique. Alors, tu vois, quelqu'un qui veut, tu vois, quelqu'un qui a la flemme qui veut un corps musclé, mais qui veut pas faire de sport. Bah, il peut, par la chirurgie esthétique, avoir un corps sculpté, digne d'un canon hollywoodien, sans rien branler à la salle. Et dans ce cas-là, il a amélioré son corps. Hmm. Mais c'est pas du transhumanisme. Bah, il y a la démarche, le fait de transcender son humanité, mais il n'y a pas le côté implémenté, on va dire. Mais en fait, le fin fond du problème que je vois, c'est plus une altercation entre le nous et le monde. Si on prend le cas de Superman, par exemple, Superman est Superman sur Terre. Sur sa planète Krypton, c'est juste un gars. Hmm. Et du coup, parce que le média, la forme qu'il a, n'est pas le même dans le monde dans lequel on vit. Si là, toi, tu as une manière d'appréhender le monde par ton corps, par tes sens, etc. Si tu transcendes ton corps et ton humanité, ta manière d'appréhender le monde va être complètement différente. Et du coup, ça va aussi te déresponsabiliser du pouvoir que tu as. On observe ça notamment dans l'armée, où en fait, je ne sais plus en quelle année, un gars, je crois que c'était un militaire qui s'appelle Grossman,
qui a fait, un psychologue de l'armée, qui a fait une expérience pour savoir comment améliorer la précision des tirs dans les conflits. Comment est-ce que tu tues quelqu'un, en gros. Ce qu'il a observé, c'est que auparavant, au temps de Napoléon, par exemple, les tireurs étaient très doués, mais ils rataient toujours leur cible. En tout cas, il n'y avait pas assez de performance. Soit ils visaient les cuisses ou des zones moins mortelles. Et en fait, ce qu'il a remarqué, c'est qu'au fur et à mesure, l'entraînement militaire permettait non pas de mieux tirer, mais de normaliser la violence, pour dire que ce soit OK dans la réalité du monde de tuer quelqu'un, ce qui a amélioré considérablement le fait de viser son ennemi. Et le problème avec ça, c'est qu'avec tout ce transhumanisme et l'apogée de cette technologie, on a de plus en plus de guerres lointaines, à travers des missiles, à travers des drones que tu pilotes, etc. Donc il n'y a plus cette confrontation entre toi et le monde. On n'a plus cet accès direct. Et ce qui fait, ce qui déresponsabilise ou désensibilise par rapport à l'impact qu'on peut avoir sur et dans le monde. Et c'est ça, en fait, un des problèmes du transhumanisme, je trouve, c'est d'altérer, du coup, notre rapport au monde, qui soit de moins en moins direct, qui passe de plus en plus par les médias, notamment Internet et compagnie. Et quand tu dis direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir la personne en face à Euh, face? Ouais, ça peut être soit voir la personne en face à face, ça peut être soit, euh, comment dire, juste bah, sortir de chez soi, voir des vraies personnes ou ca- toucher l'herbe de sa main, caresser un chien ou un chat, enfin, vraiment un petit peu sortir de sa bulle technologique. Alors c'est pareil, c'est pas moi-même, tu vois, là, c'est une chance du coup de pouvoir faire ce qu'on fait via Zoom, par exemple. Mais si on prend par exemple les haters qu'il y a sur Twitter notamment, je pense qu'ils n'iraient jamais ce qu'ils disent s'ils avaient la personne en face. Parce Ah qu'il y a bah, ce média qu'est l'écran d'ordinateur, quoi. ouais, c'est comme dans les voitures, les gens, ils n'hésitent pas à insulter. Ouais, complètement. Et quand tu es à pied et que tu as quelqu'un qui avance pas devant toi, tu vas pas commencer à... Est-ce que tu es dans un espace où tu sais que tu seras pas entendu, c'est ça? Bah ouais, il y a tu vois pas l'impact en fait de ton action dans le monde directement. Donc la visio a quand même transformé ça. Mais il y a deux choses. Il y a de plus en plus de médias entre soi et le monde, et du coup soi et les autres, qui, je trouve, déresponsabilisent par rapport aux conséquences de nos actes. Et il y a aussi bah, tout le sens que l'on donne à la vie. Bah, voilà, si la vie n'a plus de fin, est-ce qu'on ferait toujours la même chose que si on a cette deadline? Ouais, donc ça veut dire que les risques du transhumanisme, c'est que ça nous éloigne de la vie. On ne profiterait plus autant que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Même si aujourd'hui, c'est déjà un peu le cas, hein. Mhm, bien sûr. Quand tu regardes, on est tous rivés sur nos téléphones. Mhm, On regarde même plus ce qui se passe autour de nous. On regarde plus le ciel. On ouais. n'observe plus les animaux. On n'écoute plus Mhm, la nature. On fait plus ça finalement. mhm. Déjà, ça a déjà commencé. Bah ouais. Alors l'idée, c'est pas de revenir à l'âge de pierre, le c'était mieux avant, New Age, et c'est vraiment savoir que voilà, on a cette chose qui arrivera irrémédiablement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on garde? C'est vraiment les questions de philo de base d'il y a 2000 ans, hein. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Comment atteindre le bonheur? Que faire de cette liberté? Quel est le sens de la vie, etc. C'est juste que le contexte, le paradigme change, mais les questions vont toujours se poser. Si le transhumanisme est inéluctable aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux en tant qu'individu? Mhm. Je pense que déjà, ça peut être une démarche un peu sceptique, au sens de suspendre son jugement, observer un petit peu ce qui se passe. Tu vois, sinon on va sombrer comme dans les NFT et compagnie. C'est vraiment ouais, observer sans jugement ce qui se passe, un petit peu spectateur de la société, se mettre dans la peau d'un ethnologue ou d'un anthropologue qui observe, voilà, d'un coin de l'œil, il y a ceci qui se passe, voici les mœurs qu'ils se créent, voici les usages que les gens font, etc. Et après, je pense que ça reste important de se replonger un petit peu dans ce qui fait le monde, par exemple lire Walden de Thoreau, pour voilà comment se reconnecter un petit peu à la nature qui se retrouve également transformée par la technologie, mais reprendre
les fondamentaux simples, quoi. Se balader en pleine nature, l'alimentation, le sommeil, le sport, les fondamentaux, mais qui restent toujours viables. Et après, se demander bah, comment est-ce que je peux utiliser ceci pour apporter de la valeur au monde. Ouais, donc en fait, le transhumanisme n'est qu'un outil et c'est une opportunité à condition qu'on n'oublie pas les fondamentaux qui font une bonne vie, à savoir profiter de chaque instant et profiter Mhm. de ce qui nous entoure, de l'environnement qui nous entoure. Et le transhumanisme peut devenir un, un vecteur de malheur dès lors que l'utilise à l'extrême, qu'on s'y plonge complètement, qu'on s'oublie dans ce processus et que ça devienne une forme de course en avant, une Mhm. compétition à celui qui aura le meilleur équipement, la meilleure technologie. Parce que finalement, c'est un petit peu ça, hein. Ouais. Ah oui, oui, ça reste un concours de... Ouais, c'est ça. Et parce que ça va devenir un petit peu comme celui qui a le plus gros smartphone, celui qui a la Mhm. plus grosse capacité, celui qui a le plus gros ordinateur. Donc ça, c'était plutôt une autre tendance à l'époque. Ouais. Et demain, ça va être celui qui va avoir les lunettes de ski. Ouais. Finalement, est-ce que le transhumanisme va creuser les inégalités sociales encore plus qu'aujourd'hui? Je pense que dans un premier temps, oui. Pas forcément une question d'argent, hein, mais je pense que c'est vraiment une question d'utilisation. Tu vois, c'est un petit peu ceux qui commencent dès maintenant à utiliser l'intelligence artificielle et à le mettre au service de leur vie ont déjà une longueur d'avance par rapport à ceux qui disent ah non, je veux pas, nanana, nanana. Alors que ChatGPT est gratuit. Donc il y a là, c'est vraiment, il y aura d'abord cette inégalité-là, cette avance que prend les gens, d'où le fait de vouloir observer, d'être curieux, avoir cette capacité d'accueil de cette nouvelle technologie. Et après, il y aura les inégalités aussi sociales, au sens, bah voilà, s'il y a d'un jour, tu peux t'implanter une puce qui te permet de réguler, comment dire, d'éviter ou de ralentir la sénescence, c'est-à-dire la dégradation du corps au fur et à mesure du temps, bah, ce ne sera pas gratuit. Donc, tu auras forcément des gens qui vont dire, bah moi, j'ai l'opportunité de vivre 150 ans, je vais le faire. Comme ça, je vais profiter plus de ma famille, plus de la vie, je vais le payer à mes enfants, etc., etc. Donc il y aura forcément cette inégalité-là, jusqu'au jour où, admettons, cette puce qui ralentit le vieillissement, soit bon marché, par une massification. Et les personnes qui ont été les précurseurs et qui ont les déjà utilisés pourront avoir une nouvelle puce qui va être hors de prix, mais qui permettra de vivre jusque 300 ans, etc., etc. Ouais, donc si aujourd'hui le critère qui nous met tous sur le même pied d'égalité, qui est le temps qui nous est accordé, en fait, c'est pas vraiment le temps, parce qu'il y en a qui vivent plus longtemps que d'autres, mais notre Ouais. mortalité, Mhm. aujourd'hui, ça, c'est remis en question. Est-ce Ouais. que ça remet aussi en question la condition d'homme? Bah ouais, c'est vraiment, je pense qu'à l'avenir, on devra se reposer la question de qu'est-ce qu'un humain? Ce sera pas soit bah, il y aura ce sera la fin de l'humanité comme on l'entend et le début de la post-humanité. Tu vois, il y aurait genre comme c'est l'homme de Néandertal qui a cohabité avec l'Homo sapiens. L'Homo sapiens il a complètement détruit l'homme de Néandertal, mais c'est deux espèces humaines qui ont cohabité. Et dans ce cas, on va vivre ça. Il y aura les anciens, on va dire les non augmentés, et la race, on va dire des augmentés. Parce que, tu vois, si on prend le cas, de tout ce qu'on consomme, par exemple la nourriture avec tous les pesticides et les conservateurs. Eh ben, un corps humain, aujourd'hui, qui décède, met beaucoup plus de temps à dépérir qu'un corps d'il y a une cinquantaine d'années. Parce qu'on a ingéré tout ça. Et on l'a vu aussi, je crois qu'il y avait une étude qui avait montré la taille des pénis aussi qui avait augmenté par rapport à tout ce qu'on bouffe. Et du coup, tout ça se transmet de génération de génération par le fait d'enfanter, la procréation. Donc, il n'est pas rare que l'évolution va faire en sorte que ça va suivre son cours et que toutes les augmentations technologiques qu'on va avoir des incidences sur nos corps qui, petit à petit, vont transformer même la forme de notre corps. Hmm. Et du coup, peut-être qu'on verra deux espèces d'humains, les humains non augmentés et les humains augmentés, cohabiter et l'un prendra le dessus sur l'autre. Oui, il y en a un qui va mourir de sa petite Mhm. mort. Ouais. Waouh, c'est chaud, hein? Ouais, Et ouais, en fait, c'est. il y a Ouais. pas que ça, parce que ça peut être... en fait, ça risque d'être une course en avant.
Parce que ça peut être aussi des robots demain, dans lequel tu Oui. implantes un cerveau d'intelligence Mhm. artificielle et qui va du coup supplanter ces humains Mhm. augmentés. Ouais, c'est pas impossible. J'avais vu un gars, un ingénieur anglais, je crois, qui avait perdu l'usage de sa main. Et du coup, il avait construit une main robot. Il arrivait à la contrôler à distance, genre à plusieurs mètres. Et du coup, tu dis, bah alors ça veut dire que tu peux très bien construire un robot humanoïde et le contrôler à distance. C'est pas impossible, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, on se croirait vraiment dans les films de science-fiction là, hein. Ouais. Ah ouais, ouais, complètement. Ça reste encore une parcelle. C'est vraiment une minorité que ça concerne. Mais il y a un gars aussi comme ça, il a une espèce d'antenne sur le front. Et je sais plus, parce qu'il a un problème pour voir les couleurs. Je crois qu'il souffre de kinesthénie. Par exemple, il entend les couleurs. Il entend les couleurs grâce à une puce. Il s'appelle Neil Harbisson, artiste et cyborg. Cyborg. Et du coup, ouais, si ça intéresse les personnes. Mais ouais, c'est assez fou. Tu vois, il a vraiment son antenne qui lui permet d'entendre les couleurs. Eh ben, dis donc. Ok. Enfin voilà, il y a plein de choses formidables qui vont se créer, des choses affreuses qui vont se créer. Et de la même manière qu'on peut avoir les meilleures volontés du monde, on peut détruire un peu tout, quoi. Je pense qu'avec la révolution industrielle, les gens disent, ah bah c'est bien, il y a du boulot pour tout le monde, du fric pour tout le monde, etc. Finalement, c'est ce qui a aussi causé la perte de pas mal de gens, de choses et de la nature telle qu'on la connaît. Et là, ça va être un peu la même chose. Je pense, ouais. Alors, il nous reste combien de temps avant qu'on naisse avec une puce dans la tête? Ah, je sais pas, je pense que ça prendra quand même plusieurs dizaines d'années, hein. Peut-être en 2050. Eh ben, donc finalement, pour résumer, la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est d'accepter ce mouvement-là et de toujours se souvenir ce qui fait notre condition humaine, ce qui fait notre bonheur, faut savoir les choses les plus simples de la vie, Mhm, pas des mouvements technologiques comme le transhumanisme qui doivent nous faire oublier ça. Au contraire, ça doit nous permettre d'encore mieux profiter de ça de la même manière que la révolution agricole ou la révolution industrielle a permis à des gens de voyager un petit peu plus et d'être en meilleure santé pour mhm, pouvoir profiter de ces fondamentaux de la vie, de prendre le mhm. temps et de profiter de chaque instant. Complètement. Et on peut même utiliser cette technologie pour, du coup, allouer du temps ou reconnecter à la nature. Hmm. Et le jour où ça arrivera, la meilleure manière de s'y préparer, c'est, comme tu dis, de suspendre son jugement, Mhm, observer, et en fonction de ça, de monter dans le train si on voit qu'il va quelque part. mhm. Mais je pense qu'on peut Complètement. s'arrêter là, hein. Ouais, je pense, ouais. C'est bien. Bah, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un avis si ça vous a plu. Et n'oubliez pas que cet épisode est présent sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt! Salut.